En ordre de se retirer et donc de la rive droite du Dniepr. Donc c'est en effet tout ce qui concerne la ville de Kherson et ses alentours. Donc en face, juste des positions ukrainiennes. Pour le moment, nous n'en savons pas beaucoup plus. On sait que le commandement des opérations russes, lui, a dit que c'était une décision qui était difficile à prendre, que les lignes de défense se réinstallaient de l'autre côté de la rive du Dniepr. Donc il y a cette annonce pour l'instant qui est faite. Il faut maintenant savoir si ça va être suivi d'actes. Pour le moment, nous avons évidemment tenté de joindre nos contacts militaires ukrainiens. Ils n'ont pas le droit de nous donner beaucoup plus d'informations que cela. On sait qu'il y a une ville qui a été partiellement reprise, en tout cas aujourd'hui, sur le front en direction de Kherson. Ces militaires qui nous disent pour le moment, il faut quand même tout de même rester prudent. Je vous le dis, ils sont toujours dans cette peur d'avoir des informations, que ce soit même des informations données officielles, mais que ce soit finalement un piège. Donc vous le voyez, les Ukrainiens, eux, attendent encore de savoir exactement ce qu'il se passe. Et puis, peut-être une information pour vous, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous étions en tournage avec des militaires sur le front. Et à cette partie-là du front, parce qu'évidemment, c'est très grand, il y avait une accalmie assez rare, parce qu'on était avec l'artillerie et il n'y avait aucun bruit sur la ligne de front. Les militaires nous disaient c'est assez curieux ce qu'il se passe, alors que hier, c'était complètement différent. Voilà, est-ce que c'est un élément de réponse à ce qui s'est passé? On ne pourra jamais savoir, parce que c'est vraiment un point très localisé. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, c'est qu'on a pu s'entretenir avec une personne qui est du côté de cette région occupée de Kherson. Et cette personne nous disait, nous n'avons pas trop d'informations sur ce qui se passe à Kherson même. On sait que depuis 24-48 heures, plus personne ne peut rentrer dans la ville. Et on sait aussi que les militaires russes, en tout cas, seraient en train de miner les bords du Dniepr. Voilà, ce sont des informations qui proviennent de là-bas, un témoignage en tout cas. Encore une fois, ici, on reste prudent et on attend d'avoir beaucoup plus d'informations. Évidemment, merci beaucoup Charline. Axel Charles Messens pour les images également, votre fixeur, toute votre équipe bien entendu. Vous nous rappelez absolument quand vous voulez. Ce que nous dit Charline, en général, c'est logique et classique. Ce que je disais tout à l'heure, après moi le déluge, je m'en vais mais je mine et je casse tout ce que je peux avant de partir. Alors, je ne sais pas ce qui se passe sur le terrain. Je dis simplement qu'il est normal, quand on fait une retraite organisée de ses forces, surtout pour franchir un cours d'eau aussi important sur lequel il n'y a plus de pont, il n'y a plus des moyens dits de fortune ou d'opportunité, de retarder le plus possible la progression de l'armée ukrainienne, qui pourrait être tentée d'aller un peu plus vite que prévu. Voilà, donc on mine, on détruit les ponts, on se retire en nord, parce que pour l'instant, on a oublié que dans le nord, il y a eu une retraite en nord qui s'est faite hier, donc qui est quand même à 50-60 km quand même. Donc il faut que les forces arrivent à se réunir et à franchir. Donc tout sera fait du côté russe d'une manière logique et militaire pour gagner du temps, pour permettre au maximum d'hommes et d'équipements de franchir le Dniepr et de se réinstaller de l'autre côté. Un mot peut-être avec vous, Bélir Nablis, sur ce qu'on évoquait tout à l'heure avant de prendre Charline, c'est à savoir la population russe. Voilà. Est-ce que ça peut être motivé également? C'est quand même... Vous le disiez vous-même tout à l'heure, politiquement, militairement, évidemment, c'est une défaite. Politiquement, pour Poutine, c'est un peu raide à avaler, mais bon, il a validé cette décision manifestement. Est-ce que ça peut avoir été au moins influencé par ce qui se passe dans son pays? Bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction de la population russe qui, au départ, en tous les cas, était vraiment derrière la décision de Vladimir Poutine, donc qui pouvait compter sur un soutien populaire. Mais on était dans une phase offensive, avec l'exaltation d'un nationalisme assez répandu. Comment va réagir cette opinion publique dans une phase défensive, avec des défaites qui s'accumulent, avec une posture peu glorieuse qui va, pour le coup, tester ce nationalisme? Est-ce qu'il est juste mobilisable dans un rapport de force positif, ou est-ce qu'il s'effondre dès lors qu'il y a une position de faiblesse? Et puis, ce qui est intéressant, il y a une part de rationalité, ça va faire écho à ce que vous disiez. Là, Poutine, il va respecter une forme de silence. Alors que les bonnes nouvelles du départ, l'avaient amené à prendre la parole publiquement. On l'avait beaucoup entendu d'ailleurs. Exactement, on était même surpris par le fait qu'il se mette autant en avant, parce que ça aurait pu se retourner contre lui. Là, il observe une forme de silence, il met en avant les chefs hiérarchiques de son armée qu'on avait plutôt peu entendus, a priori. Donc il y a une forme de répartition des rôles qui, pour le coup, est assez logique, ça, mais qui contraste avec le début de l'offensive, où
Au moment où il fallait C'est ce qu'on avait glorifier. beaucoup dit. Quand tout se passe bien, c'est grâce à Poutine. Et quand tout se passe mal, il n'y est pour rien parce que c'est de la faute des chefs militaires. Sauf que cette Alors que le commandement était cette rationalité-là atteste d'un moment difficile. Bien sûr. On va se tourner vers Nivine Potros parce que vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, évidemment, comme tous les jours. Nivine, vous nous aviez fait un premier point en début d'émission justement sur ces rumeurs dont on parlait avec Charline tout à l'heure. Les Russes seraient en train d'avancer. Vous étiez extrêmement prudente et vous aviez absolument raison. Les infos que vous nous donniez ont l'air d'être confirmées par les Russes, en tout cas en ce qui concerne Kherson, hein, ça c'est sûr. Alors effectivement, puisqu'à 15h, on avait des premières informations, des premiers signaux qui nous laissaient croire qu'il se passait quelque chose aux abords de Kherson. Confirmation donc avec cette annonce de Sergueï Shoïgu. Parmi ces signaux dont on vous parlait il y a déjà maintenant plus de 2 heures, c'est tous ces ponts qui ont été détruits par les Russes, laissant penser bien qu'ils détruisaient les ponts pour ensuite se retirer, avec notamment 3 ponts qui ont été détruits ces dernières heures. On est vraiment là aux abords de Kherson, avec le pont de Tianovka, celui de Davivka, mais surtout celui d'une ville qui est en train de devenir une ville symbolique, la ville de Snirourovka, avec cette image donc de pont qui a été détruit par les Russes pour empêcher évidemment l'avancée des Ukrainiens dans cette zone. Pont détruit, nous disent donc les premiers renseignements, mais surtout ville reprise par les Ukrainiens, avec notamment ce symbole qui a été partagé sur les réseaux sociaux. On y voit quoi? Tout simplement une tour avec le drapeau ukrainien qui a été hissé. Vous le voyez, alors c'est pas très clair, on a fait un cercle autour. Alors cette ville, évidemment, ça montre bien que non seulement les Russes se retirent, mais que les Ukrainiens, dans le même temps, eux, ils avancent. Évidemment, ils continuent leur offensive. Là, on le voit, on est au nord de Kherson, mais vraisemblablement, eh bien, c'est tout le nord également qui serait en train de bouger. Ville symbolique, puisqu'en fait, cette annonce de la reprise de cette ville par les Russes, elle a été faite ce matin par Kirill Stremousov, dont on a appris la mort également cet après-midi. C'est la dernière vidéo qu'il a publiée sur son compte Telegram. Il expliquait que les nazis ukrainiens étaient parvenus à reprendre la ville. Et bien, effectivement, cette ville serait bel et bien tombée aux mains des Ukrainiens, même si pour l'instant, ce n'a pas été confirmé à 100%. Il y avait une autre information qu'on vous donnait déjà depuis plusieurs heures. C'est effectivement tous ces villages qui auraient été abandonnés par les Russes. On a effectivement des rumeurs, des premiers noms de villes. On va rester prudent sur la localisation de ces villes, mais vraisemblablement, c'est principalement du nord de Kherson que les Russes seraient en train de se retirer. On le sait qu'ils se retirent, mais où précisément, pour l'instant, pas de certitude là-dessus. Que vont faire les Russes ces prochains jours? Eh bien, ils vont tout simplement traverser le Dniepr que vous voyez juste là. Ils disposent encore de 3 ponts pour se faire, les 2 ponts à côté de la ville d'Antonovski, le pont de Novakakovka également. Les opérations, normalement, elles vont devoir commencer le plus tôt possible. Voilà ce que disait Sergueï Shoïgu. L'objectif, évidemment, c'est de rapatrier tous les militaires qui sont donc dans cette zone, de cette côté du rive du Dniepr, de l'autre côté, les hommes, mais évidemment le matériel le plus rapidement possible donc. Merci beaucoup Nivine, ça prend du temps ça évidemment, Général. J'aurais la prétention de croire que quand même ça a commencé depuis un certain temps. Parce que c'est pas tiens je m'en vais, je prends mes petites chenilles et mes canons et je franchis le Dniepr. D'autant qu'il n'y a pas beaucoup de ponts qui sont carrossables. Hein. Je crois que c'est surtout des ponts qu'on peut passer à pied parce qu'ils ont été endommagés quand même. Oui, donc je pense qu'une grande partie... Et ce qu'on a vu, les combats dont on nous parle, c'est des combats retardateurs. C'est-à-dire que je pense qu'il doit y avoir un vide entre la première ligne qui est au contact et les dizaines de kilomètres qu'il y a derrière jusqu'à Kherson. Donc ça, je pense qu'un certain nombre d'effectifs ont déjà franchi, mais maintenant, on n'a pas plus d'informations. On verra ça dans les jours qui viennent, évidemment. Olivier Weber, une question. Pas de réaction, on a regardé, là, l'équipe derrière est en train de regarder sur les réseaux sociaux, etc. Pas de réaction de Kiev, c'est logique, pas de triomphalisme, on est prudent? Oui, on est prudent, sachant plus que l'hiver arrive et que par les Ukrainiens, donc cette opération de déménagement, on va dire, à la fois militaire et civil. Bon, civil, évidemment, c'est un habillage quand Shoïgu parle du but humanitaire quand on transfère la population. On sait très bien qu'il s'agit de transferts forcés. Et en droit international, c'est un crime de guerre. Alors les Ukrainiens sont prudents parce qu'ils peuvent penser effectivement que Kherson elle-même, la ville elle-même, peut encore être défendue par quelques milliers de soldats, évidemment dans des tranchées et avec des mines, etc. Avec une opération rapide
type Redzu, de type RAID, comme ça a été le cas auparavant au nord-ouest de Mykolaïev au printemps dernier, peut être extrêmement dommageable pour l'armée ukrainienne. Donc effectivement, on reste prudent. On reste prudent aussi sur ce qui se passe au niveau politique avec évidemment la mort de Stremousov, qui est assez étrange, comme vous le disiez effectivement tout à l'heure, au niveau de la coïncidence. Mais on peut penser aussi que Surovikin se fait entendre, donc ce nouveau commandant des forces armées russes en Ukraine, finalement, y compris sur Shoigu, Shoigu pratiquement apparaît comme étant un soldat qui obéit à Surovikin, qui lui reste fidèle évidemment à Poutine. Alors, mais c'est vrai que, pardon, je vous coupe, mais c'est vrai que c'était très étonnant dans la formulation de sa phrase, quand il disait, en gros, bon, bah, j'ai accédé à la demande de Surovikin, qui était une demande évidemment extrêmement juste. Enfin, on sentait que quasiment c'était Surovikin qui lui avait dit, bon, bah, maintenant, c'est parti et tu n'as pas le choix, quoi. Tout à fait, absolument. C'est l'homme fort de l'Ukraine, enfin, du côté russe. C'est presque l'un des grands hommes forts aussi de l'armée russe. En tout cas, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Surovikin veut absolument éviter un désastre. On ne sait pas, évidemment, de quoi l'armée ukrainienne est capable avant le début de l'hiver. Il est tout à fait possible qu'il y ait encore des offensives et des percées majeures, d'où encore une fois ces créations, donc ce renforcement de ce que je disais tout à l'heure sur ces 3 lignes de défense, y compris à Kherson ou derrière Kherson, pour protéger en particulier la Crimée, sachant que les Russes, vous le disiez aussi, ont mis en place donc des structures défensives sur Mariupol. Et Mariupol, on est loin, évidemment, de la ligne de front. On est au moins à 40 km à vol d'oiseau. Alors pourquoi? Parce qu'on préfère évidemment se concentrer sur les grandes villes, préserver l'axe qui est l'axe de ravitaillement sur la Crimée, et éviter encore une fois un grand désastre militaire et donc politique pour Poutine. Les fameuses dents de dragon dont on parlait hier, qui ne sont que retardatrices aussi, nous disiez-vous, Général. Anastasia? Je voudrais juste donner un nouvel élément par rapport à la mort de Stremousov. Il y a des journalistes d'enquête digitale qui ont trouvé que la vidéo de condoléances de Vladimir Saldo a été enregistrée 2 heures avant l'annonce officielle de sa mort, parce qu'il y a des métadonnées, vous pouvez télécharger les vidéos et vérifier. Peut-être, bien sûr, il savait déjà, mais c'est étrange. Donc, elle a été enregistrée à 14h, la vidéo, et seulement à 16h. J'ignore par contre, oui, à 16h peut-être de l'heure locale. Heure locale, oui, parce que nous, on a eu l'information vers un tout petit peu avant le début de l'émission, donc voilà, de 14h45 à peu près. En tout cas, c'est un élément qui dérange. Oui, c'est ça. Sinon, juste une chose sur Shoigu, quand même, il renonce à la responsabilité. On peut penser à ça quand il dit, voilà, c'est Surovikin qui m'a demandé. En tout cas, quand Poutine annonce une attaque, c'est toujours son idée. Il a quand même un rôle étrange, cet homme. Ouais. C'est voilà, le général. Donc, au cas de problème, c'était son idée. Mais c'est vrai que c'était, Vera, depuis le début, Shoigu, on se demande quel rôle exact il joue auprès de Poutine. S'il est le pantin ou si au contraire il est un faire-valoir extrêmement utile et il le fait en conscience, parce qu'il est là, il n'est pas là, on a l'impression qu'il a été mis de côté, et puis finalement on le retrouve avec Poutine, et puis il est cité, il est mis en avant, et en même temps tous les hommes qui gravitent autour de Poutine le méprisent un petit peu, hein. On peut penser notamment à Prigojine par exemple, pour ne citer que lui. En fait, il est toujours là, hein, Shoigu quand même. Oui, bien sûr, Poutine ne voulait pas le virer parce que ça aurait été aussi très symbolique pour le pouvoir en Russie, pour montrer qu'il y a les fractures, qu'il y a des problèmes, qu'en fait le ministre n'est pas capable à exercer ses fonctions. Donc Poutine a évité, en fait, dans tous les domaines, pas que dans l'armée, mais aussi dans l'économie, par exemple. Il n'a pas voulu à tout prix changer le responsable de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, en Russie. Mais pour moi, en fait, cette vidéo qu'on vient de voir, ça montre aussi, ici je partage l'analyse d'Anastasia, ça montre qu'en fait, ils sont en train de partager la responsabilité. En fait, Shoigu lui-même ne voulait pas présenter cette décision comme les siennes, mais il ne voulait pas aussi que ce soit la décision prise complètement par Surovikin. Et ça nous montre aussi les fractures qui existent dans le pouvoir russe. Parce qu'on sait bien qu'entre l'armée russe et, par exemple, Surovikin, même ça peut paraître étrange, mais il y a des fractures. Parce que Surovikin, c'est une personne qui était promue à ce poste par Yevgeny Prigojine, qui est un patron de groupe de Wagner et qui a une zone grise, en fait, dans l'État russe, au plusieurs niveaux, au niveau militaire, mais aussi au niveau de business. Il a un énorme réseau de business aussi en Russie. Et du coup, en fait, il y a entre eux une sorte de compétition. Oui, c'est ça. Même sur le front, on voit pourquoi l'armée russe est tellement désorganisée, parce qu'il y a différents acteurs
sur le terrain. Et c'est pourquoi elles sont vraiment mal coordonnées. Ouais. Donc cette vidéo nous montre aussi que c'est un peu une tentative d'éviter la responsabilité sur une personne, d'un peu de partager et aussi dans ce sens d'endommager l'image de Surovikin, parce que Poutine aussi a des peurs maintenant, et dans la société russe, dans les élites russes, il y a des peurs par rapport à Evgeny Prigojine et son rôle qui devient de plus en plus important. Et donner en fait une image très forte à un général qui est promu par Prigojine, ça veut dire aussi donner plus de rôle à Prigojine. Donc ça montre toute la complexité en fait de la situation au pouvoir au Kremlin aujourd'hui. C'est vraiment